Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimardio Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, nous reparlons du procès de Hissène Habré ajourné pour 45 jours. Le gouvernement du Tchad envoie ses ministres pour présenter l'ex-chef d'État tchadien sous son vrai visage. Le ministre porte-parole du gouvernement de Idriss Déby estime que le procès sera juste et équitable sur l'absence d'autres présumés coupables aux côtés de l'ex-homme fort du Tchad. Hassan Sila Bakari s'explique également. Vous l'entendrez dans ce journal. Le président de la République a finalement décidé d'octroyer à la région de Fatick 246 milliards de francs CFA. L'une des décisions fortes à l'issue du Conseil des ministres décentralisé. Ce dernier s'est tenu hier dans la région. En politique, la mise en place d'un cadre citoyen de veille pour éviter les cas de fraude et une présidentielle sans anicroche, c'est ce que veut l'opposition. C'est peine perdue, selon le député de l'AFP, Zator Mbaye, qui estime qu'au Sénégal, il ne peut y avoir de fraude durant les élections. L'actualité des sports, comme tous les matins, ce sera avec Lamine Gueye, à suivre juste après la revue de la presse de Fabrice Nguema. Bienvenue à toutes et à tous. Zik FM. Bienvenue. L'actualité sur Zik FM avec ce procès qui a été ajourné pour 45 jours, celui de l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Le gouvernement du Tchad a envoyé des émissaires ou des ministres pour parler justement de ce procès et juge normal et acceptable ce report de 45 jours. Et la commission d'office d'avocats à l'ancien chef d'État pour sa défense, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, dit également être peiné pour ces victimes qui doivent encore patienter dans la douleur. Le voici au micro de Pacher Sila. S'agissant de la commission d'office des avocats au profit de l'accusé, nous estimons que cela relève du fonctionnement normal de la justice pénale qui a l'obligation d'assurer à tout accusé un procès juste et équitable. C'est vrai, pour les victimes, cela va paraître encore long. Ce sera un calvaire de plus parce que beaucoup sont malades et peut-être qu'ils n'arriveront pas au 7 septembre. C'est regrettable. En outre, je voudrais vous dire que le délai de 45 jours accordé aux avocats commis d'office pour organiser au mieux la défense de leurs clients est, à notre avis, raisonnable au regard de la complexité du dossier. Et puis, dans des 5 dignitaires du Tchad visés par la justice, seul Hissène Habré a finalement été inculpé par les enquêtes préliminaires. Il est tout à fait normal qu'il soit celui qui comparaît aujourd'hui un des arguments du gouvernement tchadien qui, face à la presse hier à Dakar, a une nouvelle fois tenté de présenter à la face du monde un procès historique, un procès juste et équitable. Compte rendu par Charsila. Impossible au porte-parole du gouvernement tchadien de prononcer le nom de Hissène Habré sans limite s'énerver. 40 000 victimes en 8 ans de règne, des détournements de plus de 8 milliards de francs CFA du trésor public avant la dévaluation qu'a connue le Tchad, le CFA. Cet homme qui a dirigé notre pays d'une main de fer a réussi à semer la haine, la terreur et la suspicion dans les familles tchadiennes. Dès lors, aux yeux de Hassan Sila Bakari, devant une justice équitable, le seul criminel dans cette affaire ne pouvait être que Hissène Habré. Initialement, le réquisitoire introductif du procureur général pour les chambres africaines extraordinaires, saisissant la chambre d'instruction des dites chambres, n'a visé que 5 personnes, à savoir Hissène Habré, Guini Koré, Abakar Torbo, Zakaria Berdey, Saleh Younous et Mohamed Djibril, alias El Djontou. À l'issue de l'instruction préparatoire, les juges ont ordonné le renvoi devant la chambre d'assises du seul accusé Hissène Habré. Je dis bien c'est le juge, c'est pas le Tchad. Hassan Sila Bakari de poursuivre et de marteler que dans ce procès de Hissène Habré, son pays, le Tchad, aura été, au tout début, l'élément déclencheur. Le régime d'Idriss Déby Itno a contribué à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour la tenue de ce procès. Et jusqu'à terme, sa collaboration va rester sans faille. Et puis ce procès Habré renvoyé au 7 septembre prochain, un renvoi qui n'est pas sans conséquences, notamment pour les journalistes étrangers, près de 200 qui sont à Dakar depuis quelques jours, mais aussi les victimes présumées pour la plupart qui doivent témoigner devant la cour. La plupart d'entre eux comptent rentrer dans leur pays respectif et revenir dans 45 jours, ce qui
pourrait augmenter les dépenses, notamment sur le plan financier. Fatou Abundia, reportage. Un report de 45 jours dans le procès de Hissène Habré, voilà qui bouleverse les agendas. Côté finance, les journalistes parlent en grimaçant. Un renvoi qui n'est pas sans conséquence, surtout sur le plan financier, parce que vous savez qu'il a fallu débourser beaucoup de moyens pour pouvoir être là. L'avion, ça coûte cher et tout. C'est un coût financier énorme qu'il faut considérer. Et là, il faudra repartir au pays. On ne peut pas rester attendre 1 mois et demi, c'est beaucoup. Conséquences ressenties par tout le monde, mais surtout par cette partie de la presse tchadienne qui se prend elle-même en charge. Certaines presses privées ont pris en charge eux-mêmes le déplacement de leurs journalistes. Il y a aussi quelques journalistes des provinces qui sont pris en charge par le consortium en charge de la sensibilisation et des chambres africaines extraordinaires. C'est le même constat chez les victimes, obligées de retourner dans leur pays pour ne revenir que 45 jours après ou rester au Sénégal avec plus de dépenses. Par exemple, pour moi, je suis venu des États-Unis et les autres collègues sont venus de l'Europe et on a pu venir d'autres du Tchad. Ça va avoir une conséquence financière, économique. Dans le budget qu'on a fait, est-ce qu'on aura vraiment à avoir ça dans le futur, oui ou non? Malgré les désagréments, journalistes, victimes et défenseurs des droits humains, tous acceptent la décision de justice, le renvoi jusqu'au 7 septembre du procès de Hissène Habré. 246,647 milliards de francs CFA, c'est la manne financière que le chef de l'État a décidé d'octroyer en Conseil des ministres à la région de Fatick. La décision forte à l'issue du Conseil des ministres délocalisé ou décentralisé qui s'est tenu hier. Avec cette enveloppe, l'espoir est permis de développer la région, notamment dit le maire de Fatick, Matarba. Le chef de l'État a profité justement de sa visite à Fatick pour inaugurer l'informatisation de l'état civil de Fatick. Un joyau, un élément important dans le traitement et l'amélioration du service pour usagers, mais également pour résoudre définitivement le problème des élèves, notamment sans pièces d'état civil. Un travail qui, selon le ministre des collectivités locales, va se poursuivre sur l'ensemble des localités du pays pour avoir un dispositif automatisé et que la pièce d'état civil soit maintenant à la portée de tous. Abdoulaye Diouf Sarr, le voici avec Farah Diassé. Le chef de l'État a inauguré hier l'informatisation de l'état civil dans la région de Fatick avec un logiciel appelé logiciel ERA qui permet effectivement dans un temps record de s'identifier et de tirer tout de suite l'extrait de naissance. Cette automatisation du dispositif de l'état civil est effectivement un élément important dans le traitement et l'amélioration du service à l'usager. Vous avez effectivement noté les problèmes qu'on a eu avec les élèves, notamment qui doivent se présenter aux examens. Un programme a été donc lancé pour résorber ces difficultés et ce travail-là va se poursuivre même au-delà de Fatick. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été inauguré à Fatick va effectivement être étendu à l'ensemble des localités du pays pour que, in fine, qu'on puisse avoir un dispositif automatisé dans l'étendue du territoire pour que la pièce d'état civil ne soit plus une pièce qu'on doit chercher avec difficulté. Ça doit être vraiment à la portée de toutes les populations, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le pays. Nous parlons économie avec la microfinance qui contribue à hauteur de 10% au financement de l'économie de manière générale au Sénégal. C'est le directeur national de la microfinance qui révèle en marge de l'atelier de planification opérationnelle dans le cadre de l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de la microfinance et qui se tient à Saly depuis hier. Djilim Baylo faisait le bilan de la première LPS de la microfinance. Le voici au micro de notre correspondant Amour Papedier. En 2006, lorsqu'on formulait la première lettre de politique sectorielle, pour ce qui est des indicateurs de portée, on avait un taux de pénétration, de bancarisation de la population qui était autour de 6%. En 2015, on a un taux de bancarisation de 15% au niveau du secteur de la microfinance. Au niveau des encours d'épargne, en 2006, on avait un encours d'épargne de 63 milliards. Aujourd'hui, il est à 219 milliards. Pour ce qui est des encours de crédit, on avait un encours de crédit à la même date de 2006 qui se situait à 83 milliards. Aujourd'hui, il est aux alentours de 259 milliards. Pour dire ceci, que non seulement le secteur de la microfinance a contribué de manière décisive à l'inclusion financière au niveau du Sénégal parce que le taux national est autour de 22% et le secteur de la microfinance y participe pour 15%. Et aussi au niveau de financement de l'économie, il faut savoir que pour des secteurs aussi importants que l'agriculture et dire que le secteur de la microfinance contribue par exemple à hauteur de 10% au financement de l'économie de manière globale.
puis nous restons toujours à Mbour pour parler du limogeage de plusieurs personnes, notamment la direction du PAMECAS, intervenu il y a quelque temps. Le directeur de cabinet du ministre délégué en charge de la microfinance et de l'économie solidaire s'est prononcé justement sur ce limogeage. Selon lui, c'est un événement qui participe à un meilleur fonctionnement de l'institution financière. Yatma Modindiaï l'a dit à Salé en marge de l'atelier de formation sur le développement du microcrédit en Afrique. Le voici toujours avec notre correspondant. Le ministère délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire est chargé du développement du secteur, tandis que le ministère de l'économie et des finances, via la DRS, est chargé de la réglementation et de la surveillance du secteur. C'est donc cette direction qui peut vous répondre sur le cas PAMECAS. Nous n'avons pas le dossier, nous sommes juste informés de ce qu'il y a eu un changement, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on vous fait développer les choses, parfois il faut les amener à revoir les systèmes afin de pouvoir mieux les organiser. Je pense que ce n'est qu'un problème de réorganisation. Les hommes changent, les institutions demeurent, et je pense que c'est pour le bien de PAMECAS et c'est pour le bien de la microfinance. Je dois vous dire également que dans le système mis en place au niveau de l'UMOA, il y a dans la loi 2008 la création de ce qu'on appelle les associations de systèmes financiers décentralisés, qui sont là pour défendre les intérêts matériels et moraux de la profession. Donc la PSFD est là, ce domaine-là également. Je pense que la PSFD a son mot à dire. Parlons politique à présent avec cette volonté de l'opposition de mettre en place un cadre citoyen de veille pour éviter les cas de fraude et avoir une présidentielle transparente. Selon le député de l'AFP Zator Bey, c'est peine perdue, car au Sénégal, il ne peut plus y avoir de fraude durant des élections, avec notamment la presse libre et indépendante. Le député poursuit que ces gens-là de l'opposition feraient mieux d'inciter leurs militants à avoir une carte d'électeur. Je vous propose de l'écouter. Peut-être que c'est un cadre qui va leur assurer une virginité politique, mais c'est peine perdue. Je pense que les priorités sont ailleurs. Aujourd'hui, ils devraient plutôt se mobiliser pour une inscription massive ou pour un accès plus large aux pièces d'identité de leurs militants. Je considère qu'ils ne l'ont pas fait et aujourd'hui, ils sont en train justement de crier pour essayer d'entacher ce prochain processus électoral qui sera remporté par la coalition Benno Bokk Yakaar. Et ils crient à roue. Peut-être que c'est leur rôle aussi en tant qu'opposant. Nous le leur concédons, mais je voudrais juste rassurer les Sénégalais qu'il n'y a plus de possibilité dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, qui a une presse libre. Les résultats sont proclamés de manière spontanée devant chaque bureau de vote. Il y a des observateurs nationaux et internationaux, il y a la Sénat, il y a les représentants des partis politiques. Et puis le secrétaire général des imams et oulémas de Rufisque-Est prend le contre-pied des détracteurs de l'imam ratib de la grande mosquée de Dakar. Pour l'imam Abdelaziz Ndoye, les propos tenus le jour de la Korité par l'imam Alioune Moussa Samb ne peuvent expliquer sa destitution de son minbar. Il n'a pas épargné plutôt les autorités de l'ancien régime, dont Bamba Ndiaye, Pape Samba Mboup, qui se sont offusqués des propos tenus le jour de la Korité par l'imam Alioune Moussa Samb, lesquels donc propos demandent au chef de l'État de maintenir le mandat à 7 ans. Ces derniers soutiennent-ils sont loin de pouvoir réclamer sa destitution. Imam Abdelaziz Ndoye, secrétaire général des imams et oulémas de Rufisque-Est, il est avec Charles Etienne Seck. Le sermon de l'imam, communément appelé khutba, c'est un discours d'actualité pour dire non, ne touchez pas à notre constitution. Si cette fois-ci, l'imam redit la même chose et d'une autre manière, il a demandé au président Macky Sall de respecter la constitution. Mais est-ce que cela devait découler à sa destitution à la tête de cette mosquée, à son imama? Je dis non. Et c'est pas à Pape Samba Mboup de demander la destitution. Il n'est pas la personne autorisée pour parler de cela. Et il ne le mérite même pas, ce Bamba Ndiaye, parce que c'est lui qui défendait ces statuts de la Renaissance. J'ai toujours lutté pour le développement de mon pays. Et ayant ma parole dans la bonne marche de ces sociétés, je dis oui. Mais cette occasion n'est pas pour lui tendre la main. Parlons de tout à fait autre chose. Des associations écologiques dénoncent leur non-invitation au Forum des experts du développement durable à Dakar. Forum qui entre dans le cadre de la préparation de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques prévue à Paris en décembre prochain. Ces associations écologiques montrent toujours leur désaccord contre la construction de 2 centrales à charbon à Bargny, dans la banlieue de Dakar, mais aussi elles dénoncent la démarche de l'État du Sénégal qui est pour la protection de l'environnement. Reportage de Goronaclo.
21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 à Paris. Du côté de Dakar, le rendez-vous se prépare dans la division. Certaines associations écologiques disent être écartées de manière injuste. Mbaké Sek. Malheureusement, la démarche est bancale parce que beaucoup d'associations écologiques sont exclues aussi. Et nous ne comprenons pas que le gouvernement veuille préparer un bon document national sur le développement durable en faisant fi de la participation de ces associations qui, au quotidien, sensibilisent les populations. La préservation de l'environnement, un objectif de ces associations qui militent toujours contre l'implantation des centrales à charbon à Bargny. Il y a une volonté au plus haut niveau d'installer des centrales à charbon. Et la tendance dans le monde entier actuellement, c'est de laisser tomber le charbon au profit de d'autres types d'énergie. C'est ainsi que Mbaké Sek et ses camarades alertent l'opinion internationale sur les menaces qui pèsent sur la vie des populations. Nous avons vu ces villages de pêcheurs de Yarah à Mbao, Tcharoy, où les gens n'ont pas de moyens, voir leurs maisons détruites par la mer. L'avancée de la mer et les changements climatiques hantent le sommeil des membres de ces associations écologiques qui dénoncent la politique adoptée par l'État du Sénégal dans la prévention et la protection de l'environnement. Voici Trafic que nous avons perdu finalement Abdoulaye Diatta, que nous retrouverons un peu plus tard. Le reste de l'actualité, un atelier de présentation et de mise en cohérence des programmes de recherche agricole et agroalimentaire s'est ouvert à Dakar. Durant 2 jours, les acteurs de ce secteur vont échanger pour fédérer les actions afin de rendre plus efficace le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise PRACAS, programme qui ambitionne l'autosuffisance en riz d'ici 2017. Occasion pour les acteurs de faire le plaidoyer pour un financement plus accru de la recherche, maillon essentiel pour l'atteinte des objectifs de ce programme. Compte rendu à Alassane Baldé. Comment accompagner le PRACAS pour l'atteinte de ces objectifs, particulièrement dans sa composante riz? C'est tout le sens d'une rencontre de 2 jours qui réunit universitaires, ingénieurs et autres acteurs de l'agriculture. Il s'agit surtout de fédérer les synergies pour plus d'efficacité du programme. Moussa Fall est le coordinateur du cadre de concertation agro-silvo-pastorale. On a beau critiquer, les gens ne sont pas toujours raisonnables. Non, le fait de rassembler les gens, c'est déjà un résultat. Selon le conseil technique du ministre de l'Agriculture, les obstacles liés au PRACAS sont connus. Il reste juste à formuler des plans de recherche. Modumbo. Des intrants performants, des semences certifiées de qualité, une technologie post-récolte performante, technologie de conservation performante. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de diffusion de sciences et technologies dans l'agricole, le développement devient impossible. Entre autres difficultés soulevées et le sous-financement du secteur qui, selon les acteurs, plombe la recherche. Le reste de de fonds au niveau national. Avec le PRACAS, ils espèrent ainsi arriver à décloisonner la recherche et faire de l'agriculture le moteur de développement de notre économie. Yoff Alassane Baldé, Zik FM. Nous en arrivons à la page des sports à 7h passé de 20 minutes. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec de la lutte. Oui, on vit les séances d'entraînement et du B52 et du rock des parcelles. Aujourd'hui, parole au préparateur physique Pape Moussa Diop qui anime Sen Gym sur la Sen TV. Il pense que les deux ont eu une bonne préparation sur le plan physique et que Modulo devrait privilégier sa rapidité d'exécution alors que Bombardier aurait intérêt à faire parler sa puissance. Suivons le reportage de Simon Faye. Si certains observateurs évoquent des doutes sur le retour tardif de Modulo des États-Unis, Pape Moussa Diop pense que l'enfant de Fanden cache plutôt son jeu. Il s'est bien préparé. Il a caché son jeu. Il s'est un peu mis à l'écart pour la médiatisation de ses préparations comme d'habitude. Et ce retour ne pourra impacter en rien sur la technicité du lutteur. Ce que j'ai vu, moi, c'est pas une masse volumineuse. C'est la masse musculaire qu'il a augmenté, masse sec. J'ai peur un peu sur sa vitesse d'exécution et la rapidité qu'il avait avant. Est-ce qu'il pourra associer ça? Contrairement à son adversaire, Bombardier a préféré poursuivre sa préparation au Sénégal. Cependant, des spécialistes l'ont accompagné pendant ses entraînements. Il a amené des techniciens, il a amené des préparateurs. Il s'est bien préparé en Bourg. Vous avez vu au niveau des teasers, il a fait une bonne préparation. 2 athlètes donc physiquement prêts pour la date du 25 juillet. Alors, coach,
Sur quoi se fera la différence? Modou, il doit plus appuyer sur sa vitesse d'exécution, sa rapidité. Donc il est mobile, il bouge, il est plus souple. Quant à Bombardier, il doit utiliser l'expérience qu'il a, la force de frappe qu'il a et la puissance. Des stratégies que les deux camps élaborent depuis que cette affiche a été scellée. Laquelle va prospérer? Au soir du 25 juillet, nous serons édifiés si Bombardier va conserver sa couronne ou si l'arène va célébrer un nouveau roi. Voilà, en tout cas, les supporters de Modou Lo, eux, sonnent la mobilisation et affichent une certaine confiance. Oui, ça bouge du côté des Parcelles Assainies, fief de Modou Lo. L'heure est à la mobilisation à 2 jours du combat royal. Tout est à l'image du roc des Parcelles, banderoles dans les rues et ruelles, affiches et autres supports. Tout est fait à l'effigie de Modou Lo. Le décor est donc planté puisqu'il n'y a pas de doute sur la victoire finale qui va peut-être couronner Modou Lo roi des arènes pour les inconditionnels. C'est une question de reportage sur place à Alassane Baldé. Ici, et sur toutes les lèvres, le seul maître mot reste la gagne. De l'unité 1 à l'unité 26 des Parcelles Assainies, tous restent unis et soudés derrière Modou Lo. Dans les rues, tout comme à l'unité 10 fief du lutteur, le décor est campé et l'ambiance garantie. Difficile de ne pas croire à une victoire pour la plupart des Parcellois rencontrés. Père Ndiouga. Pour certains inconditionnels, Bombardier n'a que son reliquat dans ce combat. Une couronne qu'ils vont aller chercher dans la plus grande discipline, soutient ce membre du staff de Rock Énergie. Après Kaolack, Bassoul, Guédiawaye et Mbour, aujourd'hui les Parcellois attendent avec impatience que la couronne royale leur soit présentée par Modou Lo au soir de ce samedi. Et pour cela, ils y croient dur comme du fer. Parcelles Assainies, Alassane Baldé, Zik FM. Open Press donc de Modou Lo hier, il l'a animé, il a redit toute sa confiance et sa détermination à triompher samedi, malgré que bon nombre d'observateurs font de Bombardier quand même le favori dans ce duel. Le B52 de Mbour animera à son tour son Open Press aujourd'hui même dans son fief à Mbour. Alors, nous parlons d'autre chose, il s'agit de football. Dakar Sacré-Cœur, Douane, l'affiche de la finale 2015 de la Coupe de la Ligue. Oui, deux équipes qui sont sorties hier des demi-finales. Grosse performance pour les jeunes de Dakar Sacré-Cœur qui sont partis battre à Caroline Faye un stade de Mbour qui a du mal à domicile en cette fin de saison. Score 1-0, le même score a scellé l'autre demi-finale jouée à Dakar, cette fois-ci en faveur de la Douane devant l'US Gorée. Des regrets naturellement côté insulaire avec le coach Alimal qui a quand même un peu décrié l'arbitrage, notamment sur l'action qui a amené le but victorieux. Voilà, la Douane quant à elle vise désormais un doublé après cette finale en Coupe de la Ligue. La Douane se projette déjà sur la dernière journée de la Ligue 1 ce week-end, dimanche plus précisément face à la Linguère, une victoire et espérer en même temps une défaite du côté du NGB Niaritali face au Port. Le coach Karim Ségue Diouf le souhaite ardemment, il l'a dit à Aïcha Kamara, on l'écoute. Nous ne sentirons pas de foi, nous ne sentirons pas aussi de démarche, mais je pense que dimanche, alors ce sera aussi 2 matchs. Ce sera un multiplex, alors sur le plan sportif. Nous on va tenter de gagner, Niaritali va essayer de faire pareil, mais nous on va maintenant faire de sorte qu'on gagne et que maintenant qu'on prie que Dieu, parce que le Niaritali ne gagne pas. Moi je suis un insatisfait sur le plan du travail. Je suis aussi quelqu'un, quand je vais dans une compétition, c'est pour aller jusqu'au bout, remporter des titres. Nous souhaiterons et nous ferons tout pour réaliser un doublé. En tout cas, chapeau à Karim Ségue Diouf, l'entraîneur de la Douane qui est revenu, il faut le rappeler, cette saison en L1, qui est déjà en finale de la Coupe de la Ligue, qui joue le titre à une journée de la fin. Ça veut dire qu'il y a du bon boulot qui a été réalisé par coach Karim Ségue Diouf, qui était bien sûr l'entraîneur titulaire
des Olympiques à l'UICC était son adjoint en 2012. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h25.